Bienvenue à vous sur Mobility TV. Est-ce que dissocier les activités thermiques des activités électriques préfigure l'avenir des constructeurs automobiles, comme semble être en train de le faire Renault avec Horse d'un côté et Ampère de l'autre? On en parle avec nos invités. Arnaud Aimé, bonjour à vous. Bonjour. De SIA Partners, nous sommes également avec Guillaume Kerbrat. Bonjour à vous Guillaume. Bonjour. De TNP Consultant et en duplex de la Silicon Valley, s'il vous plaît, Marc Amblard. Bonjour à vous. Et bon réveil d'ailleurs, puisque vous êtes juste à l'heure du petit déjeuner. Marc Amblard, d'Orsay Consulting, je le disais, dissociation des activités électriques et thermiques. Horse d'un côté qui veut dire cheval pour le thermique, Ampère qui fait écho évidemment à l'électricité. Pour Renault, ce n'est pas une première d'abord pour un constructeur. C'est effectivement pas une première. En fait, plusieurs constructeurs constatent qu'ils ont une valorisation par les investisseurs supérieure pour leurs activités électriques que pour leurs activités thermiques. Quand les activités électriques sont diluées dans les activités thermiques, ça se voit moins, ça se valorise moins. Or, les constructeurs, et Renault en particulier, a besoin d'argent frais pour financer la R&D pour l'électrique, pour financer les usines qu'on construit, et puis aussi pour avoir un positionnement clair qui permet de s'associer avec d'autres acteurs de l'écosystème pour avoir l'ensemble d'un groupe et une maîtrise de la chaîne de valeur pour se développer sur l'électrique. Sur l'électrique, et parlons maintenant des informations qui ont été notamment données par Reuters sur l'activité thermique, celle qu'on a toujours connue, Renault Thermique, donc Horse, qui verrait une entrée au capital d'Aramco, le pétrolier saoudien, et aussi une entrée de Geely. Est-ce que ça vous semble montrer que Renault serait en train de se détourner progressivement du thermique, Guillaume Kerbrat ? C'est clair qu'aujourd'hui, la tendance est à l'électrique. Donc, comme disait Arnaud, il faut apporter de la visibilité à chaque activité. Et l'activité thermique, elle est rentable, elle est installée, elle produit énormément de voitures. Donc, elle est très valorisable rapidement. Donc, c'est pour ça que des partenaires comme Geely, comme Aramco peuvent apporter un peu d'argent frais pour justement financer les développements technologiques de l'électrique. Donc, ça veut dire que Renault aurait fait ça par besoin urgent de cash, Marc Amblard ? Il est certain que, comme l'a dit tout à l'heure l'un de vos invités, la bascule vers l'électrification nécessite des fonds énormes. Alors, c'était dit pour le produit, c'est nécessaire aussi pour le puits industriel, c'est nécessaire aussi pour financer la chaîne, la supply chain. Donc là, ce sont des montants énormes qui peuvent être soit obtenus par la vente d'activités non stratégiques, en tout cas à terme non stratégiques comme Horse, ou bien pour financer l'activité Ampère. Pour lever des fonds propres, mais aussi pour aider le reste de l'activité de Renault. Donc, effectivement, les montants sont en dizaines de milliards et on peut espérer que, par rapport à cette question financière ici. Et en tout cas, ce serait une évolution extrêmement importante. Arnaud, mais on parle d'activité thermique à terme, comme le disait Marc Amblard, non stratégique. Sauf que le thermique, aujourd'hui, c'est plus de 90% du parc roulant en France. Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce qui pourrait passer pour un abandon à terme ? Moi, je n'interprète pas ça comme un abandon. Comme on le dit tous ensemble, il y a une tendance vers l'électrique. La tendance dont on parle, ça vaut particulièrement pour l'Europe. L'Europe qui va à marche forcée, puisque la Commission européenne pousse, et c'est ce qui est en train d'être voté, l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035. C'est déjà demain. Le monde n'est pas l'Europe. Et dans le monde, la bascule... Alors, pour la Chine, il y a un mouvement vers l'électrique très fort aussi. Et la bascule sera plus tardive en Afrique, en Amérique du Sud, par exemple. Voilà, et en Amérique du Nord, accessoirement, qui a un marché non négligeable. Et vous parliez des actionnaires, enfin des investisseurs. Aramco, Aramco, c'est un pétrolier, donc il a un certain intérêt pour le thermique. Une certaine logique. Mais Geely, qui est un groupe de construction automobile avec plein de marques chinois, et qui s'intéresse beaucoup à l'Asie, qui s'intéresse beaucoup aux pays en développement, ou parfois aussi développé que la France maintenant, enfin, en tout cas hors Europe. Il y a un avenir pour le thermique dans le monde, peut-être plus dans le monde qu'en Europe en particulier. Renault est un acteur, était un acteur fort en Russie, bon, c'est un petit peu moins le cas en ce moment, peut-être que ça reviendra, un acteur fort en Amérique latine, dans certains pays du Golfe également, et ça c'est aussi une manne financière, c'est aussi un certain succès que Renault ne veut pas abandonner. Donc quand on voit un Aramco et un Geely investir dans l'activité thermique de Renault, pour moi ça traduit aussi la divergence qui est en train de se passer entre l'Europe qui va vers l'électrique à marche forcée et le reste du monde, une partie du reste du monde pour lequel le thermique a encore de beaux jours devant lui.
Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait que l'Europe veuille aller à ce point à marche forcée vers l'électrique, en dépit de ce que fait le reste de la planète? Guillaume Carbat. Ça, c'est une vraie question, effectivement, sur aussi la capacité des futurs clients à passer à l'électrique et donc à assurer des volumes. Donc ça, on va voir dans quelques années aussi l'impact sur l'emploi. Parce que aussi, on sait que aujourd'hui, une partie des fournisseurs, c'est avant tout asiatique, notamment pour ce qui concerne les batteries. Alors même s'il y a pas mal de projets industriels en France et en Europe pour contrer, on va dire, cette dépendance à la Chine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les constructeurs, en tout cas, ne sont pas totalement prêts, même si le plan produit arrive. Les voitures seront là, mais est-ce que finalement, plutôt, les futurs clients seront présents? Et ça, c'est une vraie question. Donc, est-ce que le marché existera, Marc Amblard? Alors, effectivement, il y a le marché, la bascule, qui est lié, entre autres, à des problèmes d'offres de produits, à des problèmes de positionnement de prix de ces produits. On voit sur des points que ça évolue de façon drastique avec la baisse anticipée des prix des batteries. Je dis anticipée parce que maintenant, on voit le prix des matières premières remonter. On voit ça d'ailleurs aussi, je pense, de l'éclairage des États-Unis. On voit cette accélération forte aussi des tribulations sur le marché américain, avec une accélération aussi qui est amplifiée par l'État fédéral. Donc, clairement, la bascule est là. Mais on voit bien sûr les conséquences sur toute la chaîne, toute la supply chain de l'industrie à basculer dans ce sens-là. Là, on n'est pas encore rendu, mais la bascule vers le partage entre activités stratégiques à terme sur les activités moteur combustion et boîtes versus électrique ampère. Pour moi, effectivement, on arrive à la différence près de la différenciation géographique entre différentes régions, comme c'était indiqué tout de suite, à une évolution qui est clairement bien ancrée pour rester là. Et une transformation à marche forcée qui pose des questions en termes d'emploi d'ailleurs, Arnaud Aimé. Pour moi, l'électrification à marche forcée en Europe, elle pose des questions en termes d'emploi et plus généralement en termes industriels. Vouloir basculer la flotte vers l'électrique, alors à condition qu'on produise de l'électricité non carbonée, ce qui est un autre sujet. Ça, c'est une bonne intention au titre de la transition écologique. Après, est-ce que c'est la bonne manière de faire? Alors moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire la bonne intention, c'est vouloir décarboner l'automobile. Oui. Est-ce que la meilleure manière est en interdisant la vente de véhicules neufs à partir de 2035, autre que 100% électrique? Donc on interdit le thermique, on interdit l'hybride rechargeable. Donc vous n'êtes pas d'accord sur la méthode, mais comment de ces bonnes intentions on arrive en enfer? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'à ce point-là, ce soit infernal à terme? Alors infernal, c'était peut-être un peu exagéré néanmoins, mais le véhicule électrique, pour l'instant, il coûte plus cher à produire que du véhicule thermique ou que de l'hybride rechargeable. Donc pour électrifier la flotte, en France par exemple, il faut obliger les constructeurs à vendre des véhicules électriques. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui les achètent, en fait. Et que des gens acceptent de lâcher le véhicule thermique qu'ils ont déjà et d'acheter un véhicule électrique qui est forcément plus cher aussi. Donc la bascule, elle marche si les consommateurs suivent. Est-ce que les consommateurs suivent? Rien n'est moins sûr. L'électrique, donc ça coûte cher. Un effet secondaire, un effet contre-productif, ce serait que les gens renoncent en 2035 à lâcher leur véhicule thermique pour un véhicule électrique et qu'en fait juste la flotte de véhicules en Europe elle fasse juste que vieillir. Ce qu'elle a déjà commencé à faire. Et ce qui sera contre-productif, parce que d'une part on ne bascule pas vers l'électrique, mais en plus les véhicules thermiques vieux, ils sont plus polluants que les véhicules thermiques neufs ou que l'hybride rechargeable. Sauf qu'on parle en 2035 des vieux de 2035 qui sont ceux qu'on produit en ce moment, donc ceux qui polluent quand même moins que ce qu'on a pu connaître dans le passé. Mais, en tout cas, il y a un risque de vieillissement de la flotte avec des véhicules thermiques. Mais il y a, ce qui est assez révélateur dans vos analyses à tous les trois, c'est qu'on a beaucoup plus parlé de l'électrification, donc de Renault Ampère, que de Renault Horse, comme si on était déjà parti du principe que Renault Horse allait vivre encore quelques années, mais que Renault Horse finirait par appartenir au passé, du moins en France. Il y a pas mal de constructeurs déjà qui ont annoncé d'arrêter les développements pour des nouveaux moteurs. Donc aujourd'hui, quand même, ils ont acté que tous les investissements ne sont plus sur le thermique. Et donc ça, c'est un fait. Les nouveaux moteurs, la dépollution, on va dire qu'elle arrive à un stade, ils ne vont pas aller plus loin, parce qu'ils vont arrêter la vente en 2035.
Et ce qu'on peut noter de manière intéressante, c'est un Geely qui est aussi assez en pointe sur l'électrique, parce qu'il est quand même propriétaire de Volvo, donc à Polestar, donc de marques pures électriques. Finalement, lui, il va faire une rentrée au travers d'un constructeur historique européen sur le thermique. Et donc là, il aura une image de marque et une capacité de production assez. Et des lettres de noblesse qui lui seront apportées. Ouais. Ça représente combien d'emplois l'activité thermique de Renault malgré tout? Parce que si je vous écoute, j'ai l'impression qu'il n'y en a que pour quelques années. Malgré, on est en droit de s'inquiéter. Alors aujourd'hui, dans ce qui est annoncé, on n'a pas beaucoup d'informations. Aujourd'hui, Renault, c'est 120 000 employés. C'est ça. Donc c'est quand même à peu près, on va dire, 90 000 à 100 000 qui sont concernés par le thermique. Je pense qu'on est à peu près dans ces eaux-là. Donc, ça. Sauf que les chiffres qui circulent sur cette scission parlent de 10 000 emplois d'un côté. C'est pour ça que peut-être au début, on est sur une proposition de mettre un peu en avant l'électrique, le thermique, mais sans forcément complètement tailler le groupe en deux et préparer une vente dans les quelques années, parce qu'on peut y aller par étapes en fait. Donc là, quand on voit les chiffres, on est plutôt sur un démarrage de business unit dédié et finalement une grosse partie du groupe qui ne serait pas concernée. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, malgré tout, il faut imaginer, Marc Amblard, que Renault se sépare définitivement de son activité thermique? Alors, je voudrais aussi préciser ma compréhension en tout cas de ce dossier, à savoir que quand on parle d'Ampère, quand on parle de Horse, on parle des activités dites de powertrain, de GMP, du groupe motopropulseur. Donc en l'occurrence, pour la partie Horse, des moteurs et boîtes, et en ce qui concerne la partie Ampère, des moteurs, peut-être des packs batteries, des inverteurs, excusez-moi pour les anglicismes, des inverteurs, enfin la partie électronique de puissance. Et non de la partie véhicule. Donc à ce moment-là, ça réduit aussi de beaucoup les effectifs concernés par cette transition. Ce qui explique les chiffres. Effectivement, moi je crois avoir vu quelque chose plutôt de l'ordre de 10 000 personnes, comme dans l'autre, dans une activité comme l'autre. Et d'autre part aussi, sur la partie globale, internationale, Geely, faut souligner aussi que Geely est un partenaire qui a acheté une partie de Renault, déjà qui a racheté une partie de l'activité de Renault Samsung en Corée. C'est vrai. Et que d'autre part, il peut y avoir un plan beaucoup plus large pour Geely qui est de rentrer en Europe, d'acquérir et de prendre des positions comme ils l'ont fait chez Mercedes, puisqu'ils ont 10% du capital de Mercedes, je le rappelle quand même. Donc il s'agit de prendre des positions hors des frontières chinoises. Donc je pense pour Geely, l'ambition stratégique est beaucoup plus importante que simplement mettre la main sur les actifs, en tout cas partiellement, sur les actifs industriels. D'ailleurs, la question du projet industriel est quelque chose, je pense, sur lequel ça serait intéressant de revenir, puisqu'on parle de projet stratégique financier, mais pas de projet industriel ici. Et donc ça, c'est social et autres. Ça, c'est l'ambition de Geely. Parlons de l'ambition de Renault, malgré tout, sur son activité thermique. Comment vous l'analysez, Marc Amblard, à terme? Alors, d'abord, Renault, je vois deux marques essentiellement quand même, Renault et Dacia. Dacia qui distribue sur des pays sur lesquels il y aura besoin de moteurs à combustion sur des périodes plus longues. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Je crois que Renault, la marque Renault, c'est 2030. Dacia, il est annoncé, je crois, 2035. Donc déjà, on pousse le jalon beaucoup plus loin. Et avec peut-être encore des zones du monde sur lesquelles on devra continuer à vendre des moteurs à combustion. Et pour moi, je vois aussi, hormis cette question des engagements, il y a la nécessité aussi de récupérer des fonds. Là, on parle de vendre quand même 60% du capital de cette activité Horse, entre Geely et potentiellement Aramco, pour financer le reste de l'activité, le plan produit et autres. Et ça permettrait un apport de cash, ça procurerait un apport de cash assez appréciable à Renault qui en a bien besoin en ce moment. Arnaud Aimé? Alors, là, il redresse, sur l'apport de cash, il redresse quand même la barre depuis le creux d'il y a 2 ans. Il y a le problème de la Russie, sur lequel on ne va pas revenir, qui n'est pas une perte de cash immédiate. C'est juste une perte de valeur. Et espérons que l'histoire ne soit pas terminée définitivement pour Renault en Russie, si les choses s'apaisent, disons. Pour revenir à votre question d'avant sur l'avenir de Renault dans le thermique, pour moi, il y a tout à fait un avenir de Renault dans le thermique parce que Renault a une activité et maintient des ambitions en Amérique latine, en Asie, en Afrique, où le thermique a de beaux jours devant lui. Si Renault ne faisait pas la scission qu'ils font maintenant, ça veut dire que ce serait plus difficile pour Renault dans le thermique d'avoir des nouveaux partenaires.
Pour continuer d'avoir une vie et de l'ingénierie dans le thermique, il faut davantage s'allier demain qu'aujourd'hui, vu que l'Europe abandonne le thermique. Donc pour moi, c'est plutôt une solution pour sauver et pour valoriser aussi l'activité thermique de Renault. Aujourd'hui, Renault fabrique des groupes motopropulseurs pour Renault. Avec ces alliances, il s'agit d'en produire aussi pour les autres. Donc c'est un moyen pour moi aussi de pérenniser l'activité en dehors de l'Europe. Et donc, Guillaume Cabrat, la CGT Renault s'est inquiété publiquement, je cite, d'un démantèlement du groupe Renault. C'est trop alarmiste. Non, c'est encore un peu tôt pour parler de démantèlement. Je pense que déjà les chiffres annoncés, 10 000 personnes sur 120 000, c'est quand même assez peu. Et encore une fois, l'objectif de Renault, c'est de rester dans le thermique via une alliance et via des alliances. Et donc, les alliances asiatiques notamment. Voilà, exactement. Donc on est plutôt justement sur pérenniser le groupe et la présence et l'activité via des nouveaux moyens. Parce qu'effectivement, en Europe, ça sera plus compliqué de justifier un constructeur thermique. Ça ne sera évidemment pas valorisé en bourse. Donc là, par contre, ils prennent les devants. Alors Marc Amblard, ça fait partie d'un plan chez Renault qu'on a appelé Renaulution. Quels autres constructeurs seraient amenés plus tard à imiter Renault? Et on voit aujourd'hui même alors IPO en anglais, excusez-moi, enfin, la mise en vente de l'activité de Porsche, qui permet à Volkswagen, au groupe Volkswagen, de dégager près de 10 milliards d'euros. Donc c'est très significatif. Donc voilà, un exemple. On a vu aussi Geely qui a fait pareil avec la marque Polestar, à laquelle tout à l'heure Lambo faisait référence. Et ils ont levé quelques milliards à cette occasion-là aussi pour permettre à Polestar demain de lever des fonds dans des meilleures conditions, mais aussi à Geely de pouvoir financer d'autres activités. Fiat a fait pareil avec Ferrari pour d'autres raisons il y a quelques années. On voit aussi dans le domaine du véhicule autonome, GM qui a revendu une partie de son activité dans laquelle Honda, l'activité de développement de véhicules électriques, le développement de véhicules autonomes avec Cruise, dans lequel Honda a mis de l'argent, Alphabet a fait pareil avec Waymo, donc on voit dans le véhicule électrique, dans le véhicule autonome, comme un outil pour lever des fonds. Donc là, Renault n'est certainement pas le seul à passer dans ce sens-là. Il en reste qui seraient amenés à les suivre. On peut imaginer aussi, comme le groupe Volkswagen, par exemple, a créé une filiale pour son activité batterie, qui s'appelle PowerCo. On peut imaginer demain qu'il fasse entrer d'autres acteurs au capital. Aujourd'hui, c'est une façon de consolider l'activité batterie et de pouvoir peut-être donner les mains plus libres à ses dirigeants. On peut imaginer demain que d'autres acteurs rentrent dans ce capital pour pouvoir lever des fonds. À nouveau, ce sont des activités qui sont extrêmement capitalistes. Est-ce que l'autre leçon à tirer de cette scission, même si elle est mesurée, c'est pas aussi l'entrée en force dans le capital d'entreprises et de constructeurs européens, par exemple historiques, de constructeurs chinois? Alors si, c'est clair. C'est clair pour le développement dans l'électrique, comme pour survivre et continuer à faire évoluer les technologies dans le thermique pour les pays Europe, il y a besoin d'argent. Aujourd'hui, il y a plusieurs géants chinois. On parle beaucoup de Geely. L'autre, c'est le shanghaïen, je crois, SAIC. Ou SAIC, qui possède un certain nombre de marques. On voit qu'ils pénètrent fortement les constructeurs historiques, d'une part, en termes de capital. Geely avait commencé fortement en investissant dans Volvo, Cars, ou bien en développant des pure players du véhicule électrique qui sont encore très peu connus en France, mais on peut citer du Airways, on parlait de Polestar tout à l'heure, donc ils ont plusieurs stratégies ils ont les moyens effectivement de leurs ambitions. Pour revenir sur ce que vous disiez sur la CGT et la scission, si ce qui compte, c'est l'emploi, ce n'est pas forcément en scindant qu'on diminue l'emploi. Et ce qui est, de manière contre-intuitive, le fait de scinder certaines activités, de les isoler et donc de montrer chacune de manière plus forte auprès du marché, c'est aussi une manière de se grouper plus facilement. En scindant les activités thermiques, on s'allie plus facilement à Aramco, Geely, et c'est une manière de pérenniser l'activité. Pareil pour l'électrique. Donc la scission de certaines activités, c'est une manière de mieux s'allier et de mieux se grouper, en fait, et avec des frontières différentes. Et n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour l'emploi, ça c'est important. Mais de toute façon, comme en Europe, on décide qu'on ne vendra plus de véhicules thermiques, tout l'emploi lié aux véhicules thermiques en Europe va disparaître. Ou alors va devoir se transformer. Oui, avec des coûts de main-d'œuvre inférieurs. Avec des coûts de main-d'œuvre inférieurs. Vous partagez cette analyse, Guillaume Cabrat? C'est clair qu'effectivement, aujourd'hui, toutes les usines de powertrain, d'embrayage, de moteurs, de boîtes de vitesse, elles n'ont plus lieu d'être. Donc il va falloir faire un
un transfert vers des assemblages de batteries, des assemblages de convertisseurs électriques. Mais aujourd'hui, on voit quand même que le besoin il est moindre sur un véhicule électrique. Donc, ça, c'est quand même un sujet. Et ça, la scission ne va pas répondre à ça. Et c'est un sujet en termes d'emploi, d'ailleurs, ce sera ma dernière question pour vous, Marc Amblard, qui se pose aussi aux États-Unis, où vous vous trouvez en ce moment. Effectivement, la bascule, comme ça a été dit par Guillaume et Arnaud, la bascule vers l'électrification va être beaucoup moins consommatrice de main-d'œuvre. Et là, on voit l'activité aussi se scinder aux États-Unis avec de la même façon, avec, je pense aussi, avec les mêmes éléments sociaux anticipés. Que ce qui se passe, que ce soit chez GM ou que ce soit chez Ford. On a vu par exemple chez Ford ici l'annonce récemment de deux scissions, non pas capitalistes, mais au moins en termes d'organisation, de deux activités. D'une part Ford Model E pour la partie des véhicules électriques et d'autre part Ford Blue pour la partie véhicules thermiques. Donc ça, c'est l'ensemble des véhicules avec des business models différents aussi. Et derrière, des aspects industriels aussi qui vont devoir être organisés de sorte à minimiser l'impact social. Donc là, l'élément social, conséquence de la transition industrielle est aussi importante ici qu'elle est là-bas, même si la façon de le gérer est tout à fait différente. Merci Marc Amblard, vous étiez en duplex de la Silicon Valley, juste à côté de San Francisco. Je rappelle que vous représentez Orsay Consulting. Merci à vous également Guillaume Kerbrat de TNP Consultant. Merci. Et merci à vous Arnaud Aimé de SIA Partners. Vous pouvez retrouver cette émission d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Mobility TV.